Il faudra m'autoriser à partager mon écran. On me dit que je ne suis pas autorisé à le partager. Docteur Bolas, vous pouvez m'autoriser à le faire? Voilà, merci. Voilà, c'est celui-là. Est-ce que tout le monde voit l'écran ici? Oui, Ça affiche? c'est OK. Donc, on a l'image et on a le son. On va pouvoir commencer. Merci encore, Dr. Boras et l'association Chifa pour votre invitation, pour donner un aperçu un peu sur les actualités sur la myotrophie spinale et sur sa prise en charge et quelques notions un peu sur les traitements disponibles en ce moment. Je me présente, je suis le Dr Mustafa Kamal Bengalba. Je suis directeur exécutif au sein de la division Novartis Gene Therapies, qui est une division de Novartis Pharma. Et je m'occupe particulièrement des études en vie réelle et en particulier le registre. Donc, ce sera peut-être un point d'échange au cours de cette présentation. Je suis donc un employé de la société Novartis pour des liens d'intérêt que vous voyez ici. Juste un petit rappel réglementaire pour un peu poser le cadre de notre conversation. Cette réunion est sponsorisée par Novartis Gene Therapies. Elle est uniquement organisée à des fins éducatives et n'est pas du tout destinée à promouvoir un produit pour quelque usage que ce soit. L'OAV 101 ou bien onacemnogène AB par Vovec a reçu l'approbation ou l'autorisation de mise sur le marché par différentes agences réglementaires internationales, la FDA aux États-Unis, en Europe, au Japon, au Brésil et un certain nombre d'autres pays que je ne vais pas tous lister ici, Canada, Royaume-Uni, Australie et récemment la Russie. Donc, concernant mon parcours, donc, je suis au sein de Novartis Gene Therapies depuis à peu près 3 ans. Je travaille dans l'industrie pharmaceutique depuis une vingtaine d'années et dans les maladies rares depuis plus de 10 ans maintenant. J'ai eu la possibilité de travailler d'abord comme directeur médical France, où on a eu l'opportunité de mettre en place les thérapies géniques pour les patients atteints de SMA il y a quelques années. Ensuite, j'ai pris d'autres fonctions au sein de la division globale et actuellement, je m'occupe des études de vie réelle, comme on dit, Real World Evidence, et notamment sur le registre qui s'appelle Restore. Alors, les objectifs de cette réunion et de partage avec vous, c'est un peu revoir ou voir un peu dans l'ensemble les sensibilités aux premiers signes et symptômes de l'amyotrophie spinale ou la SMA, et revenir un peu également brièvement sur les recommandations de sa prise en charge, notamment l'approche pluridisciplinaire et thérapeutique existante. En introduction, un petit rappel historique pour voir d'où on part. Les premières descriptions de l'amyotrophie spinale remontent au fin 19e siècle par Werdnig et Hoffmann, qui avaient décrit pour la première fois l'amyotrophie spinale. Et il s'est passé un temps assez important avant que le gène de la maladie, le gène SMN, a été découvert par les équipes de Judith Melki à Necker à Paris en 1995. S'en est suivi plusieurs publications sur la question et ça a été un peu le point de départ ou d'achoppement pour toute la réflexion sur la prise en charge thérapeutique et notamment établir des stratégies qui ont fini par devenir payantes assez récemment. Donc, des recommandations ont été publiées. Celles qui sont présentées ici datent de 2007. Elles avaient permis notamment la classification de la SMA, mais d'autres recommandations plus récentes en 2017 ont été également publiées. On va en parler. Ce qui rythme la mise à jour des recommandations, bien entendu, c'est la meilleure compréhension de la physiopathologie de la maladie, comme toujours, mais également les stratégies thérapeutiques et les progrès de la recherche en termes de développement en clinique. S'en est suivi à partir de 2016, on a commencé à avoir des thérapies dites innovantes qui sont arrivées sur le marché. La première a été approuvée en 2016. C'est un oligonucléotide antisens pour traiter la SMA.
En 2019, la FDA, donc toujours l'agence américaine, a approuvé la première thérapie génique systémique à dose unique dans la SMA. Et l'année dernière, un troisième traitement, il a été approuvé qui est un modificateur, ce qu'on appelle un modificateur de dépistage du gène SMN2, et ceci par voie orale. Donc, il y a un traitement par voie intrathécale, en intraveineux, et puis un dernier par voie orale, sachant que ce sont des thérapies complètement différentes, mais toutes innovantes. Ce que nous savons sur la pathologie, avant de parler de sa prise en charge, c'est qu'une seule certitude, c'est que les SMA, notamment dans la mytrophie spinale, dans sa forme la plus sévère et la plus fréquente d'ailleurs, reste la principale cause génétique de mortalité infantile. Nous savons qu'une personne sur 58 est porteuse de la mutation du gène SMN1. Environ, donc ça dépend des publications, mais ici, c'est à peu près 10 000, ça va de 9 000 à 11 000. Environ une naissance vivante sur 10 000 est touchée dans le monde par cette affection. Et nous savons également que 60%, donc plus de la moitié des patients atteints de SMA subissent une perte rapide et irréversible de la quasi-totalité des 95% des motoneurones en un laps de temps assez court qui est de 6 mois, ce qui souligne l'urgence d'agir et de traiter, de reconnaître d'abord, et puis d'agir le plus tôt possible dans sa prise en charge. Et nous savons enfin, que la SMA reste la deuxième maladie autosomique récessive mortelle la plus fréquente après une autre maladie qui est assez connue, qui est la mucoviscidose. Quelques rappels sur la physiopathologie de la forme la plus sévère et la plus fréquente, c'est ce qu'on appelle la SMA de type 1. Comparé à un patient non atteint, c'est une maladie qui a été rappelée tout à l'heure, c'est une maladie génétique. Donc, qui dit génétique, donc c'est une atteinte d'un gène spécifique. En l'occurrence, ici, c'est le SMN1. On en parlera un peu plus tard. Il est muté. Muté, ça veut dire soit il est anormal ou absent, mais il pose un problème qui fait que ce gène ne fonctionne plus et donc n'est plus en mesure de fabriquer la protéine SMN du fait de cette mutation-là. Donc, cette protéine n'est pas assez suffisamment bien produite, ce qui atteint directement la structure des motoneurones qui fonctionnent avec le SMN, qui ne fonctionnent pas normalement du coup, et se sont malheureusement détruits. Et derrière, c'est toute la cascade et les conséquences de ces événements-là. Donc, notamment au niveau du muscle. Donc, il y a une perte de force et d'atrophie musculaire et de rétrécissement qui sont observés. Ça impacte, qui dit impacter les muscles, dit impacter notamment les déplacements qui deviennent limités, la respiration, la déglutation qui pose par la suite, dans cette forme la plus sévère, des problèmes cliniques assez rapidement du fait de cette atteinte. Donc, comme on parle de maladie génétique, on va regarder un peu ce qui se passe au niveau de ces gènes. Donc, il se trouve qu'on parle de gène SMN, mais en réalité, on a deux. Donc, c'est le gène SMN1 et le gène SMN2, dont le rôle est la production de la protéine SMN. À gauche de la diapositive, vous avez... J'entends un bruit de fond, si vous pouvez muter, muter la connexion, que je puisse... Merci. Donc, sur la partie gauche de la diapositive, on a la situation dite normale, hein, le sujet sain, où un gène qui fonctionne normalement finit par produire la protéine SMN de façon normale et en quantité suffisante. Mais comme je l'ai dit au préambule, il y a un deuxième gène, ce qu'on appelle un gène SMN2 ou un gène de secours. Donc le SMN1 est le gène principal, c'est lui qui produit, donc comme on me le montre dans les petits cercles bleus, la plus grosse partie, la plus grosse proportion, si vous voulez, de protéines fonctionnelles. Le gène SMN2, il est quasi identique du premier, il a juste un petit défaut, mais qui a quelques conséquences assez importantes, qui à la fin, en réalité, ne permet de produire qu'une partie infime de cette protéine SMN, comme on peut le voir dans l'illustration
à savoir que le cercle bleu, c'est du SMN, de la protéine fonctionnelle, et le reste n'est pas du tout fonctionnel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que tout repose essentiellement sur la quantité de protéines SMN produites par l'organisme. En fait, elle repose essentiellement sur le gène SMN1 quand il est fonctionnel, 90%, 95%. Et le gène de secours, le SMN2, produit une quantité infime. Et ça a une conséquence importante dans le cas de la SMA parce qu'il y a une mutation du gène principal, le rendant par la mutation la plus fréquente est ce qu'on appelle une délétion de l'exon 7. Cette délétion fait qu'elle rend le gène SMN1 inopérant. Il ne travaille plus, ça veut dire que l'organisme ne repose maintenant que sur le gène SMN2 ou gène de secours qui ne produisant qu'une quantité infime, inférieure à 10%, ne peut pas en fait pallier à l'absence ou l'insuffisance de production de cette protéine par le gène SMN1. Et c'est là où les ennuis de santé malheureusement commencent. Après, il est important de noter que le gène SMN2 de secours peut être considéré d'une certaine façon comme un des gènes modificateurs, dans le sens où l'organisme ou l'être humain peut disposer de plusieurs copies de ce gène SMN2, voilà. Et plus il y a de copies, parce qu'on va faire un calcul un peu simpliste, on va dire qu'un gène SMN2 qui produit 10%, s'il y a une seule copie, bon, bah, ça sera 10%, mais s'il y a deux copies, c'est 2 fois 10%, et s'il y a 3 copies, c'est un peu plus, et ainsi de suite. En général, on peut dire qu'il y a une corrélation entre génotype et phénotype, dans le sens où plus il y a de copies de ce cours, et plus le phénotype ou la sévérité de la maladie est basse, si vous voulez, inférieure. Et moins il y a de copies, et plus la maladie ou la forme de la maladie est sévère. Quel est le risque d'être atteint de SMA, de cette maladie? Et c'est pas quelque chose de réservé exclusivement à l'SMA, c'est un peu les lois classiques de la génétique. Globalement, quand il y a un père porteur qui est non atteint, bien entendu, et une mère porteuse non atteinte, le risque d'avoir un enfant atteint de la pathologie, il est toujours le même, il est toujours de 25%. En suivant les lois de la génétique. Cela veut dire que il faut noter une subtilité importante, c'est que ce risque est toujours le même. C'est-à-dire que si un couple a un enfant, qui sont porteurs sains, si vous voulez, ont un enfant ont 25% de risque, donc ils ont un enfant atteint de la SMA, ça ne veut pas dire que le deuxième enfant ne sera pas atteint, parce qu'ils vont dire c'est bon, on l'a, donc si on fait 3 autres enfants, mais ils ne l'auront pas. Le risque est toujours remis un peu en jeu, si vous voulez, malheureusement, mais il est de 25%, et ce n'est pas une spécificité de la SMA, mais c'est une réalité de la génétique. C'est valable pour la mucoviscidose et d'autres maladies, bien entendu. Donc la connaissance ou l'évolution des connaissances sur la pathologie a fait que, à intervalles réguliers, il y a des recommandations qui sont établies par les experts de la pathologie. Il y a ce qu'on appelle la classification dite historique qui est toujours un peu utilisée, il faut le reconnaître, et qui a classifié un peu les différentes formes de la SMA selon l'âge d'apparition des premières étapes motrices. Et donc, c'est une classification un peu clinique également, qui a fait, globalement, on va de la forme la plus sévère, c'est la forme 0, très très rare, donc il y a quelques publications, ça a été décrit très peu de fois, donc c'est la forme la plus sévère, mais j'allais dire heureusement la plus rare, suivi de ce qu'on appelle le type 1, ça reste une forme très sévère d'apparition dans les premiers 6 mois, et c'est malheureusement la forme la plus fréquente, c'est à peu près 60% des cas, est caractérisée par un enfant qui est incapable de s'asseoir,
L'autre type, c'est ce qu'on appelle le type 2, avec une apparition un peu plus tardive, c'est entre 6 et 18 mois, où l'enfant est capable de s'asseoir mais incapable de marcher. Ensuite, il y a le type 3, un peu moins fréquent, d'apparition pendant la petite enfance jusqu'à l'âge adulte, et le patient atteint du type 3 est capable de marcher. Et enfin, le type 4, apparition assez tardive à l'âge adulte, chez un patient qui est capable de marcher. Quand on prend les différents types de sévérité qui sont classés ici de type 0 à type 4, il y a une forme de corrélation, pas toujours parfaite, mais réelle, hein, très souvent c'est le cas, entre les fameuses nombres de copies de gènes SMN2 de secours et la forme ou la manifestation de la pathologie. Si bien qu'on pourrait dire si je prends des cas extrêmes, un patient de type 1 ou de type 0, par exemple, il n'aurait qu'une seule copie de gène SMN2 au plus. Un type 1, il pourrait avoir 2 copies. Mais si on va à l'autre extrême, le type 4, il pourrait avoir probablement 3 à 4 copies, voire même 5 copies de gènes SMN2. C'est ce qu'on appelle la corrélation génotype-phénotype. Elle est vraie à un grand pourcentage, mais pas toujours le cas, si bien que même chez des patients de type 1, donc forme sévère, il a été... je m'entends parler. Il a été... Est-ce que quelqu'un peut couper le son? Pardon. Même dans des formes sévères comme le type 1, il est arrivé je ne sais pas si vous m'entendez, d'avoir des copies de SMN2, par exemple 3 copies de SMN2. On est censé s'attendre à un profil qui est modéré, en réalité, il est sévère. Ça, c'est la classification historique, mais elle évolue notamment avec l'avènement des thérapies innovantes, puisque aujourd'hui, et de plus en plus, en tout cas, on se concentre sur l'état fonctionnel actuel et la réponse thérapeutique à un traitement. Et donc, globalement, on s'oriente vers une classification qui considérait trois sous-groupes, si vous voulez. Les patients incapables de s'asseoir, qui ont 1 à 2 copies de SMN2, ceux qui sont capables de s'asseoir, 2 à 3 copies de SMN2, et ceux qui sont capables de marcher, ou les marcheurs, 3 à 4 copies de SMN2. Donc, la disponibilité des options thérapeutiques a conduit à cette reclassification en fonction de leur état fonctionnel et également considérant la réponse thérapeutique à un traitement donné. Dans la vraie vie, les deux sont encore utilisés. Peut-être qu'à terme, la classification dite historique laissera place à la classification plus récente. Maintenant, si on regarde un peu les différents types, on va essayer un peu de les caractériser. On a quelques vidéos, j'espère qu'elles vont marcher. La forme la plus fréquente et la plus sévère, c'est le SMA de type 1. Donc, ce qui les caractérise sur le plan fonctionnel, ce sont des patients qui sont incapables de s'asseoir de façon autonome. Sur le plan clinique, ce qui devrait attirer l'attention des familles, des soignants ou des personnes qui sont en contact avec les patients, c'est souvent cette hypotonie, c'est vraiment une diminution qui est assez caractérisée du tonus musculaire, se caractérisant par une faiblesse musculaire qui est progressive, hein, donc elle ne va pas dans le sens de l'amélioration. Si on ne fait rien, on voit bien que le patient est de plus en plus hypotonique, si vous voulez. Et il est impossible au patient, il y a un manque de capacité de s'asseoir sans aide. Voilà. Un très mauvais contrôle de sa tête. Malheureusement, dans cette forme sévère, les troubles respiratoires s'installent et évoluent vers une insuffisance respiratoire. Tout ceci, bien entendu, est accompagné de faiblesse musculaire bulbaire et fasciculation ou contraction au niveau de la langue, ce qui a été observé. Tout ceci doit être pris un peu dans son ensemble. Il y a des signes d'alerte
qui est toujours important de reconnaître. Ce n'est pas toujours très évident. Bien entendu, un neuropédiatre qui suit les maladies neuromusculaires au quotidien, il est capable de reconnaître un patient avec une SMA quasiment dans une salle de consultation. Mais, et les anecdotes malheureusement ne manquent pas et partout, d'ailleurs j'ai pu le voir en France, ailleurs, il est souvent décrit voilà, le parcours de bébé allant d'un endroit à un autre, donc de consultation en consultation, parce qu'on n'y pense pas. Voilà, c'est la raison, c'est pas que les médecins ne font pas leur travail, c'est qu'on n'y pense pas forcément. Et la sensibilisation notamment des associations de patients, c'est pour ça que je suis admiratif du travail que vous faites, Dr Boras, et l'association Shifa. C'est quelque chose de très important, donc continuer de manière continue et d'apporter, d'utiliser tous les moyens disponibles de communication, de vulgarisation pour sensibiliser à la reconnaissance de la maladie. On sait aujourd'hui que ça joue un rôle majeur de détecter le plus tôt possible et pouvoir, dans la mesure du possible, intervenir le plus tôt possible. Je pense avoir une vidéo qui montre un peu tout ce que j'ai raconté tout à l'heure en vidéo. Donc c'est une vidéo qu'on nous a autorisé de diffuser. Voilà. Donc vous voyez bien ce petit bébé qui est totalement hypotone. Vous voyez, il ne tient pas sa tête, sa respiration, qu'on a pu le voir tout à l'heure. J'ai une autre vidéo pour en parler un peu plus en détail de la respiration, mais vous voyez bien qu'il est mou. C'est ce qu'on appelle le bébé mou. Et c'est ce que je disais, un expert de la pathologie, il y penserait au premier regard, il suffirait de voir ces vidéos, mais ce n'est pas toujours très évident dans la vraie vie, surtout quand les choses commencent à s'installer de manière progressive, de remarquer que quelque chose d'anormal se déroule avec le patient. La famille et les parents, voire les grands-parents, je me rappelle d'une histoire qu'un neuropédiatre m'avait raconté en France. Il a dit, j'ai pu voir le patient à temps, c'est parce que la grand-mère du bébé avait insisté, c'est elle qui disait que le petit avait un petit problème, les parents n'avaient pas forcément fait attention à cela, et même les 2 ou 3 médecins qu'ils avaient vus au départ. Et c'est l'insistance de dire non, non, il ne va pas bien, il y a quelque chose qui ne va pas, je ne sais pas ce que c'est, mais je peux vous dire que le petit, il ne va pas bien. Et le neuropédiatre, quand il a fini par le voir, il a dit quand il sera plus grand, il remerciera sa grand-mère parce que vraiment, elle a pu le voir. Donc, ça veut dire que l'avis de chacun et de tous doit être pris en compte et considéré, ne serait-ce que pour éliminer un diagnostic. Voilà, au moins, on est sûr qu'il n'a pas de SMA. Ça, c'est peut-être autre chose. À ce moment-là, il faudra regarder. Mais ne pas se fermer la possibilité d'aller consulter quand cela est bien entendu possible. Parmi les signes ou les alertes qui sont, j'allais dire, qui sont faciles à voir, hein, quand on y pense. Quand on y pense, il y a ce qu'on appelle, pardon, je reviens sur ma diapo, il y a ce que je vous avais montré tout à l'heure. Je coupe le son. Donc, c'est une vidéo qui est produite par l'association américaine que vous connaissez, hein, QRSMA. Et ils éditent des petites vidéos assez courtes pour sensibiliser sur des symptômes particuliers ici, pour montrer qu'est-ce que c'est qu'un bébé mou, comment on le reconnaît. Et voir une vidéo de 30 secondes, ça remplace un texte ou une conférence de 3 heures parce que on sait exactement de quoi on parle quand on montre ces vidéos-là. L'autre symptôme, c'est ce qu'on appelle le balancement thoraco-abdominal. Pareil, observé notamment dans les SMA de type 1. Donc, c'est une respiration abdominale dite paradoxale avec une déformation thoracique en cloche. Comme vous pouvez le voir, j'active la vidéo. Voilà. Vous voyez bien, il y a une respiration paradoxale à prédominance abdominale, et en fait elle s'explique par
par un décalage entre, parce qu'il y a le fait que le petit bébé respire comme ça, c'est parce qu'il y a si vous voulez, il y a une prédominance d'une atteinte respiratoire qui touche bien entendu les muscles intercostaux, et comme ça préserve initialement le diaphragme, ça crée une forme de quelque chose d'inversé, en fait, de paradoxal. Donc c'est l'abdomen qui drive un peu la respiration. Et c'est souvent un signe d'alerte pour une atteinte qui est un peu sévère. Ça veut dire que le patient est en train de s'aggraver. Les autres signes, je l'avais décrit tout à l'heure, mais c'est en lien avec le fait que le bébé soit mou, c'est l'incapacité d'avoir pardon, je la relance, de bouger un peu contre la gravité. Il n'y a pas de mouvement anti-gravité, si vous voulez. L'atteinte musculaire étant bien présente, bien installée, donc le petit bébé, il a beaucoup de mal un peu de résister, si vous voulez. Il y a pas, vous allez voir. Voilà. À gauche, vous avez le petit bébé. Voilà. Beaucoup de mal à avoir du mouvement anti-gravité. Et enfin, l'autre signe d'alerte qui est important également à reconnaître visuellement, c'est ce qu'on appelle cette attitude spontanée des caractéristiques dites en batracien. Et le petit bébé, il peut pas trop étendre ses jambes, ou les réflexes sont abolis, donc il y a toujours cette attitude un peu dite en batracien. Oui, donc à droite, vous avez un bébé normal, et à gauche, vous avez un petit bébé touché par la SMA. Il y a cette attitude-là qui est toujours assez reconnaissable. On rajoute à cela le fait que très souvent, les réflexes osteotendineux sont abolis chez ces patients. Donc, vous avez beau le chatouiller, ou bien toucher, ou bien essayer de stimuler les réflexes osteotendineux, eh bien, le bébé ne réagit pas. Il y a ce qu'on appelle un autre symptôme intéressant à montrer en vidéo, c'est ce qu'on appelle le screaming. Donc, j'ai cherché comment on pouvait l'appeler en français, et c'est un peu compliqué. Donc, c'est quelque chose qui se situe entre se tortiller un peu, et en arabe, on pourrait dire Mizroch, voilà, le petit bébé Mizroch bzaf, Metharak bzaf. Et ça, c'est un des symptômes aussi qu'on pourrait reconnaître. Le petit bébé à droite qui n'est pas atteint de SMA, et il tortille, il bouge dans tous les sens, il n'arrête pas. Alors que voilà, vous pouvez voir, et le petit bébé à gauche, voilà, il tortille pas du tout, mais il se skin. Et donc c'est pareil, ça fait partie de cette liste de signes que l'on pourrait attribuer, en tout cas qui permettent de penser. Ça ne veut pas dire que le diagnostic doit être confirmé, bien entendu, à travers une batterie de tests. Et la génétique, c'est elle qui confirme à la fin des fins du diagnostic. Mais il faut savoir y penser, et c'est un enjeu majeur aujourd'hui, on le sait. Il y a suffisamment de recul à la fois sur la connaissance de la pathologie, mais également de l'évolution de la recherche en termes de thérapie, pour dire la fameuse expression time is motor neuron, c'est-à-dire le temps a un rôle majeur en soi. Reconnaître le plus tôt possible la pathologie pour pouvoir permettre, en tout cas, maximiser les chances d'un petit bébé atteint de cette maladie, pouvoir être mieux suivi, c'est très important. Et des fois, les patients se dégradent d'une semaine à une autre, c'est vous dire un peu comment les choses avancent. L'autre signe qui est assez révélateur, et parfois ça peut tromper des parents, justement, c'est une des voire même, pardon, je reviens dessus, voire même les médecins qui n'ont pas l'habitude de voir ces maladies rares, donc tous les médecins ne voient pas les SMA tous les jours. C'est ce décalage à la fois avec cette hypotonie et tous les symptômes qu'on a décrits tout à l'heure,
avec quelque chose qui est assez frappante, c'est comment le patient est éveillé, il garde ses facultés mentales quasiment intactes, et son regard est toujours vivace et expressif. Il y a un vrai décalage. Donc en réalité, c'est voir un décalage entre ces deux choses, une hypotonie d'un côté chez un petit bébé qui est très présent, très réactif, devrait alerter, mais parfois, malheureusement, c'est ce qui est un peu induit en erreur. Certains, parfois les parents, etc., c'est pas de leur faute, hein, il ne peut pas toujours oublier. Quand le petit il a l'air de réagir, au regard, il sourit, quand on a l'impression qu'il est quasiment surdoué d'une certaine façon, on se dit bah, tout va bien puisqu'il a l'air de bien réagir. Et c'est le décalage entre les deux devrait faire penser en tout cas à les consulter. J'ai beaucoup parlé de la SMA de type 1 parce que c'est la forme la plus fréquente, mais n'oublions pas qu'il y a d'autres formes. Donc la SMA de type 2 qui a été décrite beaucoup plus tard, je pense que c'était dans les années 60 si je ne dis pas de bêtises. Non, ce n'était pas dans les années 60, c'était beaucoup plus tôt. C'était le type 3 qui a été décrit dans les années 60. Mais la SMA de type 2, ce qui la caractérise, c'est que le bébé, contrairement à la SMA de type 1, est capable de s'asseoir, mais est incapable de marcher. Donc, l'âge de survenue, c'est a priori entre 6 et 18 mois et se caractérise par un faible tonus qui peut être observé à la naissance au cours des premiers mois de la vie, plus faible que ce qu'on peut voir dans la SMA de type 1, dans la forme la plus grave. Les patients gagnent lentement leur jalon moteur jusqu'à l'âge d'environ 5 ans. Ils sont incapables de marcher ou de se tenir debout sans soutien, sans aide. Ils présentent également des troubles de la déglutition, une insuffisance ventilatoire. Et quand ils sont examinés, on remarque une faiblesse qui s'installe de manière progressive des muscles plus centrale, comparée à la SMA de la forme la plus grave, et une scoliose progressive qui pourrait s'installer également par la suite. Une vidéo pour montrer un peu visuellement de quoi on est en train de parler. Vous voyez ici une petite fille doit avoir 1 an et demi peut-être. Ouais, il faut vraiment elle ne marche pas toute seule, hein, donc voilà. Donc ça, c'est la SMA de type 2. La SMA de type 3 qui a été décrite plus tardivement comparée à la SMA type 1 et type 2. Elle est donc, c'est un profil, on va dire, plus modéré, hein, que les formes qu'on a vues avant. Elle peut être présente à la petite enfance jusqu'au début de l'âge adulte. Elle provoque généralement un handicap moteur moins sévère comparé aux autres formes. Les patients ont généralement 3 à 5 copies de SMN2. Hein. Rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure. Plus il y a des roues de secours, plus il y a de copies de gènes SMN2 de secours, comme chacune des copies est capable de produire à peu près un pourcentage infime, mais l'addition de la production totale de ces différentes copies permet d'avoir un profil un peu moins sévère en tout cas que ces formes. Il reste néanmoins malade. Hein. Beaucoup perdent la capacité à marcher à mesure que la maladie progresse. Difficulté à monter des escaliers, des démarches un peu anormales et une faiblesse pareille, progressive et profonde des jambes, plus que les bras, et peut nécessiter à terme un fauteuil roulant. Je crois qu'on doit avoir une vidéo là aussi, décrire le SMA du type 3. Oui. Donc cette jeune patiente, elle a quelques capacités, mais quand même certaines faiblesses, puisqu'elle est obligée elle-même de céder pour essayer un peu de se mouvoir, de bouger un peu. Et enfin, le type 4, qui est beaucoup moins sévère que les autres. C'est en général le type où il y a le plus de copies de gènes SMN2, avec caractérisé par une progression de la pathologie qui est assez lente, avec un handicap, il faut le dire, qui est relativement faible, avec un déficit moteur qui est léger,
Néanmoins, une insuffisance respiratoire peut survenir. Voilà, donc je reviens. Donc j'étais en train de décrire le type 4, le dernier type. Et c'est la forme, ce que je disais, c'est la plus légère, plutôt des formes adultes et plutôt bénignes. Ce que nous savons, c'est que la SMA non traitée reste, comme on l'a dit un peu plus tôt, est la cause génétique la plus fréquente de la mortalité infantile. Ça a été démontré, maintenant on le sait, c'est des choses qui sont assez bien décrites et claires à travers les différentes études, les deux grandes études d'histoire naturelle, l'étude PNCR et Neuronext ici. En mesurant, si vous voulez, la probabilité de survie sans ventilation permanente à travers le temps. Et là, j'ai décrit ici en mois, et on voit bien que l'histoire naturelle, notamment dans la forme la plus sévère, est assez claire, hein, c'est assez net. On voit bien que très rapidement, et à 20 mois, à moins de 2 ans, il y a 8% de survie si les patients ne sont pas pris en charge. Donc, c'est vous dire si la SMA, notamment du type 1, est sévère, et puis la dégradation est assez spectaculaire et rapide. Hein. Donc, un bébé qui naît avec une SMA de type 1 et qui n'est pas du tout soigné, ben, malheureusement, dans les 2 ans, il a très peu de chances de survivre. Bon, c'est quelque chose qui a été décrit aujourd'hui et qu'on connaît assez bien. Ce qui est important, c'est peut-être l'un des messages à faire passer ici aujourd'hui, à partager avec vous. Vous le savez, mais bien entendu, mais c'est important qu'on se rappelle tous toujours les mêmes choses parce qu'on sent qu'on peut agir dessus. C'est quelque chose sur laquelle on peut agir. Le parcours diagnostique des patients de atteinte de SMA, partout dans le monde, il y a toujours un retard de diagnostic entre l'apparition des symptômes et le moment du diagnostic. Il y a des études qui ont été réalisées un peu pour essayer de quantifier cela, de regarder selon les différents types. Et vous voyez, par exemple, on va prendre le type 1, le type 2 et le type 3. Le type 1, l'âge d'apparition des symptômes, voilà, il peut être à 2 mois et demi, on va dire, mais l'âge du patient au moment du diagnostic est de 6 mois et quelques. C'est-à-dire qu'il y a un retard de 3 mois et demi entre la première apparition des symptômes que nous avons parcouru tout à l'heure ensemble et le moment où un diagnostic est posé sur ce patient. Pour les types 2, il peut se passer jusqu'à 1 an et demi. Et pour le type 3, c'est presque 1 an. Voilà. Donc, ce sont des moyennes qui sont pondérées, mais le message à retenir de cela, c'est que plus tôt on reconnaît la maladie, plus tôt on y pense, plus tôt on l'oriente. Encore une fois, ce n'est pas aux parents de poser un diagnostic ou c'est le médecin, mais le fait d'y penser, d'être sensibilisé à ces choses-là est très important. Ça permet de gagner un temps précieux pour la suite des événements et notamment de la prise en charge. Voilà. L'autre message important, c'est L'autre message important, c'est l'importance et la sensibilisation à cette notion de perte des motoneurones qui est essentielle pour stopper la progression de la maladie. Et ici, dans le schéma qu'on vous montre à gauche, en bas et à gauche, en rappelant que d'abord, l'atteinte est souvent irréversible. Je veux dire, donc chaque motoneurone perdu, ben, il est perdu. Donc, il faut préserver le maximum de motoneurones possible. Et ce que vous montre le graphe qui est en bas, c'est en fait la dynamique ou la cinétique, si vous voulez, selon les types. Le type 1, c'est le bleu foncé, si vous voulez, le bleu nuit, je ne sais pas comment on appelle ça, enfin le bleu foncé. Le type 2, c'est le bleu entre les deux, et le type 3, c'est le bleu clair. Et vous avez une forme d'estimation, si vous voulez, du nombre de motoneurones en fonction de l'âge. Et on voit bien que dans les formes notamment sévères et même intermédiaires comme le type 2,
tout se passe les premières semaines, voire les premiers mois. Il est très important de reconnaître rapidement la maladie pour pouvoir agir le plus tôt possible, puisqu'un traitement, une intervention dite précoce pourrait permettre aux patients de préserver déjà les motoneurones restants, on va dire, et une fonction musculaire améliorée et une prévention de la progression ou de l'aggravation, si vous voulez, de la maladie. Nos recommandations dont on a parlé tout à l'heure sont importantes. Celles de 2018, les plus récentes, donc date de 2018. Elles ont été publiées en deux parties, l'une par Mercury et ses collègues, et l'autre par Finkel. C'est un travail collégial, bien entendu, international, et publié en deux fois. Globalement, si on peut faire un cours et de manière un peu pratique, avant, on va dire avant, c'était le fardeau de la maladie reposait strictement sur les familles qui avaient la charge, la lourde charge de coordonner un peu les rendez-vous médicaux et supporter tout le fardeau des soins et ainsi de suite. Aujourd'hui, on parle de pluridisciplinarité, c'est-à-dire qu'on remet le patient au centre du dispositif. Et c'est autour de ce patient et de sa famille que les soins vont s'organiser pour leur faciliter la vie et voir un peu comment les différents soignants peuvent travailler. I'll take some toast if there's any go. Could you Just please, marmalade. hey, could you please mute yourself? We are listening to you. Thank you. Désolé. Donc voilà, donc ça change tout en termes de prise en charge. Ce n'est pas au patient de courir et sa famille de courir derrière les médecins ou l'hôpital. Vous avez compris ce que je veux dire. C'est plutôt le patient qui est au centre du dispositif. Et autour de lui, il y a une pluridisciplinarité qui s'installe, qui prend en compte d'abord le diagnostic, la prise en charge des soins, les traitements médicamenteux, les prises en charge spécifiques dans le pulmonaire, le nutritionnel, orthopédisme, réadaptation et tout le reste. Et ceci a été clairement établi dans les dernières recommandations qui ont été publiées en 2018. Ces mêmes recommandations de clinique avaient redéfini, c'est ce qu'on a dit, en fonction de la meilleure compréhension et de la disponibilité des nouvelles thérapies, de passer un peu des classifications par type, même si elles restent, faut dire qu'elle est toujours utilisée au quotidien, plutôt avec une approche de classifier les patients par catégorie de ceux qui sont incapables de s'asseoir. C'est une classification dite fonctionnelle en réalité. Ceux qui peuvent s'asseoir et ceux qui peuvent marcher. Et l'approche de l'évaluation et de l'intervention en réadaptation évolue en raison des thérapies émergentes. Je me répète un peu, ça je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'importance et la nécessité d'une approche pluridisciplinaire dans cette pathologie. Comme d'autres, la mucoviscidose a bénéficié de la même révolution, c'est-à-dire cette approche qui est pluridisciplinaire, qui remet le patient au centre du dispositif, et c'est la médecine qui va vers le patient et non pas l'inverse. Je passe parce que je l'ai déjà dit. Maintenant, sur les approches, quelques mots sur les différentes approches thérapeutiques, notamment l'approche par une solution qu'on appelle une thérapie génique. Voilà, donc ça a été conçu, il y a une thérapie génique existante qui a été conçue pour s'attaquer à la cause génétique de la SMA. C'est ce qu'on appelle traiter la cause sous-jacente de la maladie, c'est-à-dire aller à l'origine de la maladie, c'est une maladie génétique, causée par un gène qui s'appelle SMN1, qui est non fonctionnel. Et l'idée, le principe simple, intellectuellement, il est simple, c'est de dire, ben voilà, on n'a qu'à corriger ce gène, puis on va peut-être régler une partie, en tout cas, aborder stratégiquement cette maladie par la cause sous-jacente ou la cause d'origine. Et donc, le concept étant
d'utiliser un vecteur et dans lequel on met, si vous voulez, un gène fonctionnel, puisque le gène d'origine n'est pas fonctionnel, essayer de l'administrer. Cette thérapie génique qu'on appelle onacemnogène AB parvovec utilise un vecteur qu'on appelle AAV, un virus adéno-associé de sérotype 9. Pourquoi le sérotype 9? Je vais en parler un peu plus tard, mais parce qu'il a certaines caractéristiques, il est facile à utiliser, et surtout il permet de traverser la barrière hématoménagée et donc pouvoir aller cibler un peu notamment en traversant qu'on appelle ça la moelle épinière, les motoneurones et ainsi de suite. La thérapie génique est une approche thérapeutique qui est plutôt rationnelle. Le SMA est une infection provoquée par une délétion et une mutation du gène SMN1. Et l'objectif de cette thérapie génique est de fournir une protéine SMN1 fonctionnelle grâce à l'administration d'une copie du gène SMN1 qui soit sain, permettant ainsi la production de protéines SMN fonctionnelles. Des notions plus générales sur les différentes approches de thérapie génique. Ça peut inclure, quand on dit thérapie génique, on peut faire beaucoup de choses avec derrière. En fait, c'est un remplacement de gènes. Donc, il y a un gène qui ne fonctionne pas bien, ben on le remplace. On administre un gène fonctionnel. Soit on rajoute un gène. Ça peut être dans certaines stratégies pour certaines autres maladies. On peut parfois faire l'inverse, c'est-à-dire inhiber un gène, c'est-à-dire le rendre silencieux, et parfois ce qu'on appelle par les fameux ciseaux, les CRISPR-Cas, c'est les modifications du gène ou l'édition des gènes. La thérapie génique de remplacement génique pour les maladies causées par la variation comme un seul gène, et donc là, on administre un gène fonctionnel pour remplacer celui qui a été muté et donc est non fonctionnel, et derrière espérer traiter la maladie. L'ajout des gènes, donc j'en ai parlé tout à l'heure, c'est notamment pour certaines maladies infectieuses. Le système d'inhibition des gènes ou de knockdown, c'est-à-dire le rend silencieux si vous voulez, ça permet de désactiver un gène muté dû à un défaut génétique rend un produit, si vous voulez, une suractivation d'un gène. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie de l'inactiver ou le désactiver, si vous voulez, d'une certaine façon, le rendre silencieux. Et enfin, la modification des gènes, j'en ai parlé tout à l'heure par les systèmes de CRISPR-Cas9. Aujourd'hui, ils sont développés notamment dans les bêta-thalassémies. Le vecteur pour la thérapie génique dont j'ai parlé tout à l'heure, donc ça vous donne un peu de structure de ce qu'on appelle la capside du virus adéno-associé, le AAV. Il y a ce qu'on appelle des sous-groupes, si vous voulez, ou des sous-variétés. Donc, les AAV, il y en a beaucoup. Donc, AAV 1, 2, 3, 5, jusqu'à 9, 10, 11. Le AAV9 est celui qui est utilisé dans le traitement de la SMA en thérapie génique. Et pourquoi? Parce qu'il a cette capacité de traverser la barrière hématoménagée. La capside AAV9 ressemble à si vous voulez, une forme d'enveloppe protéique qui entoure et protège le matériel génétique. Si vous voulez, c'est comme une capsule, j'allais dire, pour aller explorer l'espace, la Lune. Voilà, la capside, c'est un peu la capsule, voilà, c'est la navette, si vous voulez, et à l'intérieur, au lieu de mettre des êtres humains, on met un gène fonctionnel, et le rôle du vecteur et de la capsule qui l'enveloppe, c'est d'aller l'acheminer là où il doit agir. Très schématiquement, c'est toujours un peu plus complexe, mais globalement, on essaie de simplifier un peu les choses. Mais globalement, les AAV9 ou les thérapies géniques, si vous voulez, ils délivrent ces vecteurs. Ça consiste à en délivrer ces gènes sans les intégrer au génome de l'être humain, c'est-à-dire qu'il ne vient pas le modifier ou le perturber. Globalement, donc, on peut imaginer que la thérapie génique, une fois injectée, dans une forme une fois qu'elle rentre dans l'organisme et dans le corps de l'être humain, elle est introduite dans une cellule via ce qu'on appelle un endosome. L'endosome
va se décomposer. Le matériel génétique de l'ADN thérapeutique pénètre dans le noyau cellulaire, comme on peut le voir à l'étape 3. Et à l'étape 4, il y a ce qu'on appelle une forme d'épisome circulaire qui se forme sans se mélanger ou s'intégrer au génome de l'être humain. Et après, une fois formé, cet épisome commence à fabriquer en utilisant la machinerie cellulaire. Il utilise les capacités de l'organisme à fabriquer après la protéine qui fonctionnerait normalement, qui marcherait de manière normale, puisqu'on vient d'injecter un gène fonctionnel normalement. Donc, si on donne du gène SMN1 qui soit fonctionnel, on attend, et à travers la machinerie cellulaire, et notamment le ribosome, la fabrication ensuite d'une protéine fonctionnelle qui soit normale également. J'ai parlé de la thérapie génique, mais il y a l'arsenal thérapeutique. Comme vous le savez, il a beaucoup évolué ces dernières années. Il y a une dynamique de recherche qui a fini par donner ses fruits. Donc, globalement, je ne vais pas rentrer dans le détail des différents traitements, mais sachez qu'aujourd'hui, il y a des approches différentes avec des modes d'action de médicaments qui sont différents. J'ai parlé de l'onaséminogène AB parvovec, qui est la thérapie génique. La stratégie derrière, c'est d'augmenter la protéine SMN en remplaçant la fonction du gène SMN défectueux par un gène SMN1 fonctionnel. Elle est administrée en IV, donc qui se distribue de manière systémique. C'est une dose unique, une seule injection sur 1 heure de temps à peu près. Selon les pays, les autorisations obtenues, voilà, ça concerne donc des populations qui sont définies. Par exemple, aux États-Unis, c'est les petits bébés atteints de SMA et âgés moins de 2 ans, sachant que le médicament a été approuvé notamment en Europe et dans un nombre croissant de pays. D'autres thérapies qui ne sont pas des thérapies géniques, par exemple le Sinersen, qui a été mis sur le marché, je pense, en 2016. Et c'est un oligonucléotide antisense administré par voie intrathécale avec un schéma thérapeutique avec des doses que vous pouvez voir ici. 4 doses de charge, puis une dose d'entretien tous les 4 mois, et ainsi de suite. Il a été approuvé pour les différents types et approuvé également dans un certain nombre de pays, Europe, États-Unis, et ainsi de suite. L'autre molécule mis sur le marché l'année dernière, donc c'est le Risdiplam. Ce n'est pas un oligonucléotide antisense, c'est plutôt une petite molécule administrée par voie orale d'action systémique. Le Sinersen, il agit sur le système nerveux central seulement, et administré en intrathécal. Et il est administré donc selon en péros, par voie orale, pardon, 1 fois par jour, et avec des indications qui sont décrites ici. Ça, c'est la partie des molécules qui sont déjà sur le marché. D'autres médicaments ou d'autres approches thérapeutiques qui agissent avec un mécanisme qui est plutôt indépendant du gène SMN, soit un activateur musculaire, soit un inhibiteur de la myostatine, et ils sont en cours de développement et la recherche avance. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, les professionnels de santé, les familles, les associations, ils savent qu'ils sont à disposition. En tout cas, la recherche a permis de faire avancer et de mettre au point de manière assez claire et nette un dispositif thérapeutique, un arsenal thérapeutique qui aujourd'hui permet en tout cas d'avancer sur cette pathologie. Pour revenir sur le mécanisme d'action de l'onaséminogène AB parvovec, je vous rappelle la petite diapositive du tout début. Chez le sujet non malade, voilà, donc il a ces 2 gènes SMN, un primaire principal si vous voulez, et les SMN de secours. Donc de toute façon, toute la production de SMN, de la protéine SMN repose sur le gène SMN1 qui est fonctionnel. Et donc, on parle d'un sujet sain. Chez le patient atteint de SMA, le gène SMN1, qui est le principal pourvoyeur de la protéine SMN, est non fonctionnel.
Donc, tout repose sur le nombre de copies finalement du gène de secours. Et comme il produit très, très peu de protéines, eh bien, selon le nombre de copies, le profil peut être plus ou moins sévère, c'est-à-dire aller des fameux type 0, les formes néonatales, au type 1 jusqu'aux formes 4. La thérapie génique a eu pour stratégie de dire si la source principale de production de la protéine SMN et le gène SMN1, eh bien, on va essayer de le remplacer puisqu'il ne marche pas, il est non fonctionnel, d'administrer une copie fonctionnelle de ce même gène SMN1, pas le SMN2, le SMN1, pour pouvoir, en tout cas, permettre à l'organisme de produire le plus de protéines SMN possible. Et c'est l'essence même de cette approche par thérapie génique. Donc, il faut le dire 2 fois après, à la troisième fois, on arrive à le prononcer correctement. Cette thérapie génique s'appelle onasemnogène AB-Parvovec. Elle a suivi forcément donc, un programme de développement qui est assez riche. Vous pouvez le voir ici, un certain nombre. Voilà, on peut parler globalement de 2 programmes. Il y a le programme intraveineux et un programme dit intratécal. Le programme intraveineux, donc c'est les différentes études qui sont présentées à gauche de la diapositive, avec des populations différentes et avec un suivi au long cours qui se poursuit. Le programme intratécal est toujours en développement. Le recrutement n'a pas encore commencé, il devrait commencer bientôt. Et bien entendu, et c'est la partie sur laquelle je travaille le plus en ce moment, c'est le suivi, comme vous disiez, Dr Boras, du registre. Donc, on a un registre qui s'appelle Restore, qui recrute toujours des patients, qui est déployé à peu près plus ou moins partout, on va dire, là où c'est possible en tout cas de le faire, avec pour l'objectif de suivre les patients. C'est un registre maladie et pas un registre produit. Hein. C'est-à-dire qu'il s'occupe de la pathologie, mais également avec des patients qui sont traités avec tel ou tel traitement, comme ceux qui ont été décrits dans les diapositives d'avant. Ce n'est pas un registre produit. Voilà, c'est important de le souligner ici. Je ne vais pas détailler étude par étude, mais globalement, ce qui ressort des différentes études cliniques qui ont au final abouti à une obtention ou une mise à disposition de la thérapie génique sur le marché, c'est qu'ils avaient montré des survies sans événements qui étaient considérablement augmentées par rapport à l'histoire naturelle, préservation de la fonction respiratoire et biliaire, une amélioration des fonctions motrices, une efficacité, rappelons que on parle d'un traitement en injection unique, une efficacité qui a été maintenue et soutenue et durable sur le temps, parce qu'on a un recul de plus de 6 ans aujourd'hui chez certains patients, et des risques de sécurité qui peuvent être anticipés, surveillés et gérés comme n'importe quel traitement d'ailleurs. C'est important de connaître à la fois comment on appelle ça, les données d'efficacité, mais également les données de tolérance. Ici, je crois avoir une vidéo donc on a été autorisé par les parents, le papa et la maman de ce petit garçon aujourd'hui, qui a été traité dans la première étude, hein, c'était il y a quelques années maintenant, chez qui la thérapie génique a été administrée à l'âge d'un mois, de 4 semaines. Et on peut voir aussi comment il arrive à tenir tout seul. C'est une SMA de type 1 chez ce petit bébé. Et là, il marche, il a grandi et il se porte plutôt comme un charme. Il est assez célèbre d'ailleurs. Donc, je rappelle que ces vidéos ont été autorisées par les parents pour être utilisées dans une réunion scientifique. Donc, j'ai parlé des éléments liés à l'efficacité, mais également, c'est très important de parler de la tolérance. Sachez d'abord qu'au moment où on discute, il y a plus de 1600 patients qui ont été traités par la thérapie génique par voie intraveineuse dans le monde. Les effets secondaires qui ont été observés, notamment déjà
au moment des essais cliniques sont décrits ici. Donc, et pour les patients qui sont traités, il y a toujours, on explique de manière très très claire comment les anticiper, comment les prendre en charge, les reconnaître et ainsi de suite. Donc, je ne vais pas trop m'étaler dessus, mais globalement, il y a des effets secondaires de type hépatique, type élévation des transaminases, des thrombopénies ont été décrites également. Et depuis la commercialisation des cas de micro-angiopathie thrombotique ont été rapportés. Et il n'a pas été observé d'anomalie cardiaque cliniquement manifeste. Et la toxicité les fameuses DRG, enfin des ganglions de la racine dorsale, ont été également, c'est quelque chose qui a été observé chez les primates en préclinique, mais pas chez l'humain, mais font quand même l'objet d'une surveillance. Des décès lors des études des essais cliniques à ce jour, donc en décembre 21, 2 décès ont été signalés après l'administration des doses dans le cadre des essais cliniques. Tous deux ont été jugés non liés au traitement par les investigateurs de l'essai clinique. Pour essayer de récapituler à peu près et faire passer les 2 autres messages à retenir, c'est toujours un peu court, mais on essaie d'être synthétique. Rappeler que la SMA est une maladie neuromusculaire progressive grave associée à un fardeau élevé pour les soignants et pour les familles, bien entendu. Le paysage ou si vous voulez, la recherche actuelle concernant les traitements a beaucoup évolué. Ça s'est accéléré. L'une des options thérapeutiques étant la thérapie génique offre une approche alternative pour le traitement de la SMA. On a séminogène AB parvovac qui est conçu pour traiter ce qu'on appelle la cause génétique ou la cause sous-jacente, l'origine de la maladie, si vous voulez, par un apport ciblé d'une copie fonctionnelle du gène SMN1. Et enfin, on n'insistera jamais assez sur l'importance d'une approche pluridisciplinaire qui reste un élément clé dans la prise en charge des patients atteints de la SMA. Donner une thérapie innovante quand c'est possible, c'est très bien, mais ne doit pas faire dispenser d'un suivi des patients sur le temps long, bien entendu, et d'une approche qui est pluridisciplinaire, parce que cela permet tout à fait en tout cas d'apporter le plus d'amélioration possible et permettre aux patients de bénéficier du meilleur apport possible de cette prise en charge. Reconnaître la maladie, penser, c'est très, très, très important, et réduire le temps, le rendre le plus court possible entre la survenue des symptômes, le diagnostic et la prise en charge est une mission collective que nous avons tous ensemble en Algérie ou ailleurs. Donc, c'est vraiment un objectif collectif. Et vous qui êtes donc une association de patients, vous êtes connectés à vos collègues des autres associations de patients. Vous voyez bien que ce sont des sujets, qui sont d'une importance capitale et sur lesquels, pour le coup, la pluridisciplinarité, en tout cas le partenariat dans ce sens-là, est bien entendu très important. Je pense avoir quasiment terminé. Si vous voulez en savoir plus, vous avez une adresse email ici pour contacter mes collègues. Et pour ma part, je vous remercie beaucoup pour votre temps et je pense avoir terminé ma présentation. Dr Boras, à vous. Allô? Vous m'entendez? Oui, on vous entend. S'il y a des questions posées à Dr Benguerba, donc il vous entend. Ken As'ila? Non, Oui, docteur Boras. Oui, j'ai une question. Oui. Bonjour. Je me présente, je suis Madame Soad Yousfi et j'ai une rétinopathie pigmentaire et je suis vraiment très intéressée par la thérapie génétique et j'aimerais bien demander au médecin à quel point c'est efficace cette thérapie génétique, à quel point c'est réussi et quel changement va toucher
la vie quotidienne d'un patient atteint d'une maladie génitale. Merci pour votre question. Comme vous le savez, je n'ai pas d'expertise ou d'expérience particulière dans les thérapies géniques concernant les rétinopathies pigmentaires. Je sais que ça existe. Je sais qu'il y a Luxturna également, notamment, c'est un des traitements. Donc, je ne suis pas tout à fait habilité à vous parler de cela. Je sais qu'il y a un développement clinique, le produit a été mis sur le marché, il a apporté plutôt des bénéfices cliniques qui ont été absorbés. Je ne sais pas si mes collègues de Novartis, s'ils s'occupent de Luxturna, s'ils souhaitent parler de cela. C'est un peu en dehors du sujet d'aujourd'hui. On nous a demandé de parler plutôt de la myotropie spinale. Mais globalement, 2 ou 3 choses, c'est qu'il y a une thérapie génique en effet dans les dystrophies rétiniennes, dans certaines en tout cas dystrophies rétiniennes, des sous-groupes bien spécifiques pour lesquels donc, un traitement a été développé, mis au point et qui a été commercialisé en Europe, en tout cas ils l'appellent Luxturna. Je ne sais pas si mes collègues de Novartis, ils ont des informations supplémentaires par rapport à cela. Ok, Merci, donc je vous docteur. remercie. Donc, on passe à la J'ai une deuxième. question. J'ai une question. Oui, J'ai une question. C'est Siham Salhi de Constantine. Je suis atteinte de la maladie de Charcot-Marie-Tooth, type A1, atteinte myélinique. Vous avez beaucoup parlé de la thérapie génie. Dernièrement, il y a eu des recherches en France. En ce qui concerne ma maladie, il parle d'interférence avec... bon, attendez, je vais trouver le document. C'est l'interférence par ARN. Elle fait partie des pistes thérapeutiques en développement dans la CMT. 1A, pour diminuer l'expression de l'acide aminé PMP22. Dans les cellules de Schwann, c'est pour faire très court. 2 équipes françaises développent des approches différentes. L'une associe un ARN interférant à des nanoparticules de squalène, l'autre apporte l'ARN interférent par thérapie génique. Donc, si c'est possible, je voudrais avoir plus de... je voudrais comprendre c'est quoi l'interférent ARN. Est-ce que ça a des effets secondaires? Merci madame pour votre question. Une fois de plus, j'ai un peu le regret de ne pas pouvoir répondre à votre question parce que moi, je m'occupe surtout de la myotropie spinale avec mes collègues. Donc, je ne sais pas si le docteur Bourras peut peut-être reprendre la question et voir dans quelle mesure peut-être qu'une autre personne pourrait apporter des éléments de réponse. Je peux vous parler de la thérapie génique dans la SMA, mais dans la SAMT, je ne travaille pas dessus, je ne peux pas trop en discuter, malheureusement. Mais vous l'avez bien souligné, vous êtes très bien informé, vous êtes en train de suivre l'actualité dans ce sens-là, mais voilà, encore une fois, désolé de mon côté, moi, je ne veux pas trop... ok, donc on passe à la deuxième communication, donc professeur Nuiwa. Donc, il va faire une communication sur les dystrophies musculaires progressives en Algérie. Professeur Nuiwa. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Merci. Professeur Nuiwa. Est-ce que vous êtes connecté? Professeur Nuiwa. Bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous entend, oui. Oui. Bonjour, docteur Bourras. Bonjour à toute l'assistance. Je vais partager voilà, je ne sais pas si vous voyez. Oui, là, très bien. On voit très bien. Bon, vous me dites quand est-ce que je démarre. Là, oui, vous démarrez. Je mets en plein écran. Vous commencez, professeur. D'accord. Alors, je remercie Dr Bourras de m'avoir invité. Je remercie toute l'assistance. Je remercie les patients qui sont là pour vous parler aujourd'hui un peu des dystrophies musculaires. Enfin, on va parler des plus fréquentes chez nous et de la problématique en tant que soignante et clinicienne intéressée par les maladies neuromusculaires, les problématiques rencontrées
et que nous partageons par les soignants, que nous partageons avec les patients. Alors, il faut savoir que les dystrophies musculaires, en général, font partie de ce qu'on appelle les maladies neuromusculaires. Les maladies neuromusculaires, elles sont très nombreuses, très hétérogènes. C'est un peu un schéma explicatif pour vous montrer que c'est le schéma de l'unité motrice. Et à chaque versant, vous avez une atteinte. Il y a des milliers de maladies neuromusculaires. Vous avez au niveau de la corne antérieure, ici que vous voyez, on a l'amyotrophie spinale dont on vient de parler maintenant. Bon, il faut savoir que les maladies neuromusculaires souvent elles sont d'origine génétique, mais elles peuvent être d'origine acquise. La maladie acquise du motoneurone, c'est un peu ce que tout le monde connaît, la poliomyélite, qui est heureusement presque éradiquée de nos jours. Alors, l'atteinte du nerf périphérique vous donne sur le plan des étiologies acquises toutes les polyneuropathies, les polyneuropathies du diabétique, les polyneuropathies des vascularites, les polyneuropathies infectieuses, si on veut, et puis on a ce qu'on appelle les neuropathies héréditaires, les CMP, dont souffre une des participantes qui a voulu exposer un problème. Alors ensuite, on a la jonction neuromusculaire, c'est un peu la face entre le nerf périphérique et le muscle, et les maladies concernées par l'atteinte de la jonction neuromusculaire sont la myasthénie. Alors la myasthénie ou les syndromes myasthéniques, là aussi, on a les myasthénies acquises, la myasthénie auto-immune qu'on traite par des corticoïdes, par le mestinant. Je suppose que parmi les participants, il y en a qui en souffrent. Et enfin, on a aussi les syndromes myasthéniques congénitaux d'origine génétique. Et enfin, l'atteinte primitive du muscle. Et là, c'est un peu le sujet de notre communication aujourd'hui, c'est tout un monde. Et on va détailler les dystrophies musculaires pour se situer. Alors, là, vous le savez tous, les maladies neuromusculaires sont considérées comme des maladies rares. Alors, par définition, les maladies rares, on parle de maladies rares quand elles touchent une personne sur 2000. Alors, il faut savoir qu'en général, pas uniquement en neurologie, les maladies rares, elles sont au nombre de 6007 maladies rares. Et pour la pathologie neuromusculaire, nous avons plus de 1000 maladies neuromusculaires. Alors en France, qui ont des registres, malheureusement, une des problématiques chez nous, c'est qu'on n'a pas de registre national. On a des chiffres épars, des chiffres des séries hospitalières. Monsieur Boiras aussi doit avoir des chiffres, mais on n'a pas une véritable base de données. Et là, c'est un des objectifs, peut-être, avec les associations auxquelles on devrait aboutir. Alors, en France, on compte à peu près 30 000 personnes atteintes de maladies neuromusculaires. Si par extrapolation, on ne sait pas en Algérie, peut-être Boras nous en dira un mot, peut-être 15 ou 20 000 pas de santé publique pour les malades. Il faut un plan national et c'est un peu notre cheval de bataille aujourd'hui. Alors, un peu d'histoire, comme ça, vous allez voir les figures des grands myologues qui se sont intéressés, qui ont décrit ces maladies très intéressantes. Vous avez ici Duchenne, Duchenne qui a décrit la myopathie de Duchenne et qui porte son nom. Il a décrit cette maladie déjà à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle. Alors, Duchenne était non seulement un éminent neurologue, c'est lui qui a inventé le MG, si on veut, mais il était également un photographe. Donc, vous voyez en haut, ici à gauche, il a pris en photo ces patients atteints de la myopathie de Duchenne et on voit que le phénotype, les phonotypes, ça veut dire toutes les caractéristiques cliniques externes que le malade présente ressemblent à nos malades d'aujourd'hui. Les autres, là, vous avez Gowers qui a décrit un signe clinique très important, c'est le relevé myopathique. Vous savez tous que le sujet atteint de myopathie, il a un déficit des muscles de la ceinture. Quand il est assis par terre, il se lève, il ne peut pas. Et ce signe, on l'appelle, il escalade ses membres pour se lever, on l'appelle le signe de Gowers. Et voici Sir William Gowers, qui est un Anglais qui a décrit cette maladie, Becker, qui est un Allemand qui a décrit la myopathie de Becker, qui est maintenant une forme allélique du Duchenne. Allélique, ça veut dire ce sont deux maladies qui sont dues
à des mutations du même gène qui est impliqué, mais qui peut avoir un phénotype, c'est-à-dire un aspect clinique différent. Alors, ces deux, monsieur Walton et Natras, leur mérite, c'est justement auparavant, vers les années, il y a très longtemps, peut-être presque un siècle ou peut-être moins, on s'est rendu compte que la maladie… On est à la slide, l'unité motrice. Elle défile. D'accord. Est-ce qu'elle défile? Est-ce que ça défile? Alors, je remets en plein écran. Ça défile, Voilà. ça défile. Parfait. Alors, ça c'était le titre, l'unité motrice. Si vous voulez, on reprend un résumé. Corne antérieure, donc motoneurone, SMA, nerf périphérique, CMT, neuropathie héréditaire, jonction neuromusculaire, donc myasthénie, acquise auto-immune ou génétique, et puis les maladies du muscle. Alors, on disait que c'est des maladies rares, on sait ce que c'est maintenant, c'est une maladie qui touche une personne sur 2000. Elles sont dites orphelines, en fait, et les traitements orphelins. Et ça, on s'est arrêté là pour vous montrer tous ces messieurs. Maintenant, voici monsieur Duchesne de Boulogne, qui est français, Becker, allemand, qui a décrit la myopathie de Becker, le signe de Goers décrit par un neurologue anglais, et c'est le relevé myopathique. Et puis, ces deux messieurs, Walton et Natras, qui sont des Anglais, qui ont révolutionné la classification des myopathies des ceintures. On savait à l'époque que Duchesne et Becker étaient liés à l'X, étaient récessifs liés à l'X, parce qu'on va voir les modes de transmission, ce que ça veut dire pour vous, les patients. Alors, autosomique récessif, l'orateur qui m'a précédé, il a bien parlé de ça, c'est-à-dire des parents sains, mais porteurs des allèles hétérozygotes, ils ne développent pas la maladie, mais ils ont l'allèle malade. Et récessif, ça veut dire qu'elle va toucher les deux allèles transmis à l'enfant, qui va être homozygote et il va développer la maladie. Alors, dans les maladies récessives, il y a un problème de la consanguinité sur lequel on va revenir. Et nous, on est un pays d'endémie, d'endogamie, pardon. C'est vrai qu'on est dans l'épidémie du corona. C'est un pays d'endogamie, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mariages consanguins. Et les récessifs liés à l'X, ça veut dire que c'est des maladies qui vont toucher que les garçons. Et la mère est souvent conductrice, c'est elle qui va transmettre la maladie aux garçons. Et les filles, les tantes, les sœurs, elles ont un risque, elles ne sont pas obligatoirement conductrices, mais elles ont un risque d'être conductrices donc, et de transmettre la maladie à leurs garçons. Alors, eux, on savait qu'à l'époque que le Duchesne et le Becker étaient de transmission récessif liée à l'X. On savait que la FSH, une autre myopathie dont on va dire un mot, était dominante. Et puis, il y avait tout ce groupe de maladies où on n'arrivait pas à classer. C'était un peu un fourre-tout. Et finalement, c'est eux qui ont eu le mérite de classer ces maladies dans un groupe déterminé, qu'on appelle maintenant les LGMD. LGMD, ça veut dire Limb Girdle Muscular Dystrophy en anglais, qui veut dire myopathie des ceintures, et qui peuvent ressembler à la myopathie de Duchesne, mais elles sont autosomiques récessives. Il y en a d'autres, plus rares, qui sont autosomiques dominantes. Alors, il faut savoir, dans les pays où il y a beaucoup de consanguinité, on a beaucoup de maladies récessives. Contrairement à l'étranger, où ils ont les formes dominantes, c'est elles qui prédominent. Chez nous, dans les pays en voie de développement, si on veut, il y a beaucoup de maladies plutôt récessives que dominantes. Alors, les myopathies héréditaires, l'objet de notre présentation aujourd'hui, elles sont très nombreuses. Il y a presque 800 maladies, je ne sais pas, peut-être plus. Donc, on les classe en dystrophie musculaire et je vous dirai ce que ça veut dire. Il y a les myopathies congénitales qui sont différentes, les canalopathies, les paralysies périodiques, les glycogénoses dans la maladie de Pompe, je suppose que vous avez entendu parler. Et puis, il y a les myopathies mitochondriales. Il faut savoir qu'à côté, il y a les myopathies acquises. Pourquoi il faut les connaître? Parce qu'elles sont potentiellement curables. Il y a des traitements pour les myopathies acquises, il y a les myosites inflammatoires où il y a des traitements, tant mieux et c'est tant mieux. Et puis il y a d'autres maladies, les myopathies toxiques, métaboliques, endocriniennes.
Alors, on pourrait les classer comme ça à titre un peu vulgariste, si on veut, en forme récessif liée à l'X. Maintenant, la classification, ce n'est pas selon le mode de transmission, c'est vrai qu'on en tient compte, mais ce sont la classification génétique. Maintenant, à l'ère du séquençage, à l'ère du NGS, hein, le NGS, c'est un peu, c'est-à-dire en un temps record comme ça, peut-être quelques heures ou 20 minutes ou une heure, on séquence tout le génome, on peut voir les mutations qui existent. Maintenant, la classification est plutôt basée sur la génétique. Mais en pratique, on peut les classer en forme liée à l'X, celles qui vont toucher que les garçons et transmises par les mamans. Vous avez essentiellement la myopathie de Duchenne et Becker, qu'on nomme actuellement les dystrophinopathies. Pourquoi on les nomme comme ça? Parce qu'il y a la protéine, elle est connue, on l'appelle la dystrophine. C'est une protéine de la fibre musculaire qui est très, très importante. C'est elle qui est déficitaire. Quand elle est complètement absente, elle donne un aspect clinique sévère type Duchenne. Et quand elle est non fonctionnelle, diminuée, elle donne ce qu'on appelle le Becker. Le Becker, il peut encore vivre ou marcher jusqu'à 30, 40 ans et vivre jusqu'à 60, 70 ans et engendrer, on va voir tout à l'heure, le mode de transmission aussi. Alors, il y a les maladies dominantes. Les plus fréquentes sont le Steinert, peut-être qu'il y a parmi les patients qui sont touchés, c'est assez fréquent le Steinert. Alors, il faut savoir que la dystrophie musculaire la plus fréquente de l'enfant, c'est le Duchenne, et la dystrophie musculaire la plus fréquente de l'adulte, c'est le Steinert. Et il y en a d'autres, il y a la myopathie facioscapulo-humérale et bien d'autres. Et puis, il y a les formes récessives, celles-là, elles sont aussi fréquentes, les LGMD récessifs, elles sont aussi fréquentes que le Duchenne, et surtout la forme qu'on appelle la gamma-sarcoglycanopathie, qui a été décrite d'ailleurs dans les populations maghrébines, et c'est pour ça qu'avant on les appelait les myopathies tunisiennes ou les myopathies maghrébines. Alors, si on veut donner un panorama des formes qui sont décrites chez nous, donc on a, et qui sont fréquentes, mais on a aussi des formes rares. Hein. Quand on arrive à faire des collaborations avec l'étranger, on sait que nos moyens sont très limités, surtout pour la génétique. Professeur Numa, je ne sais pas si les autres voient les slides défiler, mais pour moi, c'est figé. Alors, vous me dites, hein, les autres, là, ça passe. Là, ça passe. C'est toujours figé à mon niveau. La mienne aussi. Et les autres? C'est la première. Les autres, c'est figé. On est toujours à la première. Les autres, oui, c'est figé, oui, c'est figé. C'est figé depuis tout à l'heure. Ben, c'est bien dommage. Hein. Alors là, qu'est-ce que vous voyez? C'est la première slide, toujours. Ah, alors, je vais repartager. Oui, hein. Là, ça très passe. bien maintenant. Là, ça démarre. Et ça, c'est l'intérêt. Et là, ça défile. Non, ça ne défile pas, c'est figé à la deuxième. Et là, bon, je pense que c'est dommage parce que… Alors, c'est bien dommage. Et là, chez moi, ça défile. Non, hein, ça défile. non. Alors. Si M. Bourras a les slides, peut-être il peut vous les faire passer et vous commenter. Si quelqu'un d'autre a une bonne connexion Internet, ça peut se faire. Peut-être c'est la connexion qui est… Si vous voulez, je vous envoie, je peux vous envoyer, faites défiler à ma place. Il faut juste me donner un mail. Allô? Oui, oui. Alors, ça passe? C'est toujours figé. Je ne sais pas si les autres ont le même. Alors, je pense que je vais problème. sortir et je vais me… C'est bien dommage. Hein. Je vais repartager l'écran, je pense. Je vais quitter et repartager.
Excusez, on attend professeur Nwiba. Alors, je reviens. Alors, je partage mon écran. Là, c'est bon. Là, est-ce que c'est affiché? Allô? Oui, c'est affiché. C'est professeur Nwiba. affiché, c'est affiché. Est-ce que ça défile? Est-ce que Moi, ça j'ai toujours la défile? première Non. slide. Alors, bon, vous me donnez une adresse mail, je vous envoie le fichier et vous le faites défiler. Je ne sais pas qui est M. Boras ou… Oui, m'envoyez votre fichier. Bon, je vous envoie le fichier, j'ai votre mail normalement, je vous l'envoie et normalement, il n'y a pas de photo de malade, je n'ai pas mis. Oui, ça diffuse maintenant. Ah, mais je crois que c'est instable, hein. Je préfère que je vous envoie et Ok. je vais vous envoyer tout de suite, hein. Bon, on retente quand même. Regardez, docteur Boras, si vous avez reçu.
Docteur Boras, vous avez reçu la présentation? Oui, je l'ai reçu. Une minute. Allez. Pas des économistes, nous, c'est pas un problème. C'est nous qui sommes en face du malade et on doit répondre à ses besoins. Voilà. Je vous remercie encore une fois, professeur Niwa. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Oui. Voilà, j'ai envoyé un message au laboratoire, enfin en France, ceux qui sont en train de préparer, ceux qui sont en train de faire les essais cliniques à base d'interférence par l'ARN. Je leur ai proposé de participer à l'essai clinique, entre guillemets, comme cobaye. Ils n'ont pas accepté, ils ont dit que c'était seulement accessible aux personnes dans les pays, dans l'Europe, en Europe et en Amérique. Donc, chez nous, ce n'est pas possible. Est-ce que c'est possible de faire bouger les choses pour avoir au moins accès à ces essais cliniques? Je voudrais participer à au moins, c'est pour, c'est 5% des gens qui ont la maladie sont en fauteuil roulant. Je ne peux pas accepter cette condition بزاف. مش كما واحد حاط يقول الجمعة كما واحد قطعو فيه. On souffre chaque jour. C'est une souffrance. Voilà. Bon, nous sommes désolés de vous voir. On vous comprend, on comprend cette douleur, mais c'est pour ça que je vous dis, le combat doit être uni. Il y a des lois. La France ne peut pas prendre des malades algériens dans les essais. Il y a des lois, ça tout le monde le connaît. Il y a des lois qui légifèrent tout ça. Il faut faire bouger ces lois. Il faut les faire bouger. Voilà, pour les bouger, c'est votre combat et le nôtre. Ben, sachez, madame, que vous n'êtes pas seule. Dans tout ça, il ne faut pas vous sentir seule. Il y a l'association qui est venue. Je me sens abandonnée. Je suis seule dans mon combat. Vraiment toute seule. Je suis suivie par aucun médecin parce que je suis déçue à 1000%. Je fais de la phytothérapie moi-même. Je fais de la phytothérapie. Je prends une forte dose de vitamine C. Je grâce les recherches. Comment un médecin qui vous fait ça? Il faut une mise à jour, il faut bouger. Humainement, pas que Soubina. Merci, Siam, merci. On comprend votre colère. Je fais, Siam, vous m'envoyez, là on fait, c'est-à-dire ces essais cliniques. Notre association va les contacter. C'est-à-dire, c'est-à-dire si on peut vous inclure dans ces essais cliniques. OK. Merci. Donc, professeur Miwan, vous remercie. On va la libérer. Merci beaucoup encore pour cette belle présentation. Merci. OK. Merci. Donc, maintenant, on passe à la deuxième partie. Donc, c'est pour les associations de patients. J'invite Myriam, donc la présidente de la fondation des malades auto-immunes rares, pour faire une communication. Soyez bref, Myriam, 10 minutes. Merci. Myriam? Myriam? Oui, je suis là. Vous m'entendez? Donc, tfadali. OK. 10 minutes. Merci. D'accord, ok. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Myriam Merezi, je suis présidente de la Fondation Maïra pour les maladies auto-immunes invisibles et rares en Algérie.
أمراض المناعة الذاتية الأمراض النادرة والأمراض الغير مرئية في الجزائر. Je suis moi-même atteinte de plusieurs maladies. Je vais les dire rapidement. J'ai un lupus, gouge rouge aux graines, maladie cœliaque. J'ai une anémie de Birmer, un détaillé, une myopathie qui est rare, qui n'est pas diagnostiquée. Justement, professeur Nuya a cité tout à l'heure, il y a plein de soucis. Et la BA, c'est pas comme c'est une myopathie rare, il n'y a pas les tests génétiques, etc. D'ailleurs, de la myopathie, j'ai développé un BAV, une cellule résistance, quelques complications à la myopathie, mais on n'a pas encore de diagnostic. Toutes ces raisons ont fait que j'ai décidé de créer une fondation, quelque chose d'officiel pour toutes ces personnes qui rentrent dans ce cadre de maladies dites rares, de maladies qui ne sont pas connues, qui ne se voient pas, qui mettent beaucoup de temps à être diagnostiquées. Donc, j'ai avec moi plusieurs membres qui ont aussi des maladies qui sont soit diagnostiquées, mais la prise en charge manque de certains détails ou alors qui ne sont pas diagnostiqués. Donc, le premier but, avant toute chose, c'est la sensibilisation. Je pense que c'est notre but à tous, les maladies, les gens qui connaissent pas les maladies, mais aussi pour les personnes qui ont les maladies, mais qui ne pensent même pas les la maladie parce que on n'en parle pas. Aussi, le but c'est que le diagnostic est précoce parce que je pense que tout le monde a dit l'importance de le diagnostic précoce. Et quand on a un diagnostic précoce, on peut éviter certaines complications ou là on peut plus ou moins atténuer que les atteintes pour avancer. Aussi l'acceptation. Il y en a qui est très très important. On a besoin d'en parler, de se retrouver maintenant. D'ailleurs, merci beaucoup pour l'invitation. Je trouve que c'est très important de s'encourager maintenant entre associations, fondations, etc. Parce que je pense que notre but est le même. Et avoir une communication, au final, on a tous le même but, créer une communauté pour aider à mieux gérer et traiter, diagnostiquer les maladies pour vivre avec. Et certaines maladies, c'est même pas atténuer les atteintes ou là, c'est carrément le pronostic vital qui est en jeu. Donc, c'est très, très important. Là, on est très, 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 très jeune comme fondation. Ça a été créé en février 2021. Avant tout ça, j'avais commencé à avoir ma propre page où je parlais de mon expérience, mais j'ai pensé que c'était plus efficace d'avoir quelque chose d'officiel. Donc, on a commencé en 2021. On a fait, malheureusement, avec la Covid, on n'a pas pu faire grand-chose, mais on a quand même essayé de faire des événements qui sont un petit peu restreints pour faire de la sensibilisation, de l'éducation thérapeutique, aider les patients aussi sur les réseaux sociaux. On est un petit peu une communauté jeune, donc on essaie d'utiliser les réseaux sociaux, on a des vidéos de sensibilisation, etc. Et aussi, je trouve qu'il est très important de rétablir la relation patient-médecin parce que une maladie qui est diagnostiquée tard, qui ne se voit pas au début. Il y a certaines personnes qui laissent tomber justement la relation qui ne passe pas entre le médecin. Moi, je dis que c'est important d'en parler, c'est important de rétablir de la relation. C'est une relation de confiance qu'on a besoin de créer avec notre médecin. Et لازم يكون هذاك le respect entre patient et médecin. Et nous, on travaille sur ça. D'ailleurs, on a avec nous des membres qui sont du corps médical, que je salue d'ailleurs. Et chapeau à tout le monde. Voilà, je pense que j'ai tout dit. S'il y a des questions, je peux répondre. Merci, Myriam. Donc, moi, je passe la parole à Mme Yousfi. Donc, pour présenter, donc, elle est porte-parole du groupe national de la rhinite pigmentaire. D'accord, merci beaucoup. Merci. Madame Yousfi. Rebonjour une fois. Je remercie Dr Bourras pour l'invitation et je salue tous les médecins présents ici juste pour nous et aussi les patients et aussi nos amis.
Moi, je présente les malades atteints de la rétinopathie pigmentaire, qui est une maladie dégénérative qui atteint les yeux, qui est une maladie vraiment lourde parce que au bout des années, le patient trouve une très grande difficulté dans sa vie de tous les jours, sa vie quotidienne. Moi, durant mon intervention, j'aimerais bien parler à plusieurs spécialistes, à plusieurs personnes ici. Premièrement, j'adresse la parole aux médecins et j'insiste sur le rôle de la recherche, parce que, c'est un fil très important qui peut donner beaucoup d'espoir aux patients. Aussi, les statistiques, d'avoir des statistiques par rapport aux personnes atteintes de cette maladie. Et aussi, j'insiste sur le rôle, c'est-à-dire le contact constant entre le médecin et le patient. Parce que je ne sais pas s'il y a des réseaux pour cela, parce que malheureusement, le patient se trouve victime des informations fausses qui peuvent avoir des conséquences vraiment très graves sur lui. Aussi, il y a un point que j'aimerais bien parler concernant la relation médecin et patient, c'est le fait comment informer la première fois le patient de sa maladie. Il y en a des médecins qui hésitent, qui n'informent pas la personne que sa maladie est dégénérative, et au cours des années, avec la dégradation, le patient, à la place d'exploiter ces années-là pour s'adapter avec sa maladie, des fois, on constate que c'est un peu trop tard. Et c'est ce qui m'est arrivé personnellement. Moi, je me retrouve ces dernières années, par exemple, incapable d'utiliser la technologie, par exemple le PC. Et j'ai regretté, je me suis dit, à la place d'exploiter ces années-là pour, par exemple, apprendre le JAWS, qui est un logiciel voice-over, malheureusement, maintenant, je trouve un peu de difficulté pour l'apprendre. Un autre mot, je l'adresse aux psychologues. La prise en charge psychologique du patient est vraiment très, très importante. Et vous savez, beaucoup de patients, ils sont isolés. Ils n'expriment pas leur douleur, et vraiment, c'est vraiment très, très malheureux. Aussi, je m'adresse aussi aux familles. Malheureusement, dans notre société, moi, j'ai vu beaucoup de familles qui n'osent pas dire qu'on a cette maladie, qui n'osent pas, comme s'ils ont honte de dire que leur enfant, qu'eux-mêmes, ils ont cette maladie-là. Et aussi, ça a des conséquences vraiment graves sur l'intégration de leurs enfants dans le milieu scolaire et dans la société. Et donc, c'est éduquer leurs enfants. Oui, je disais, c'est important d'éduquer les enfants atteints des maladies rares, de s'accepter et de confronter la société, de confronter tout le monde, parce que malheureusement, il y a des réalités qui font vraiment mal par rapport à ça. Moi, maintenant, je m'adresse aux opticiens. Croyez-moi, c'était vraiment un travail très, très dur, le fait de retrouver des opticiens qui ont les filtres qui correspondent à notre maladie. Ce n'est pas
tout le monde qui connaît ces filtres-là. Et heureusement, moi, j'ai eu l'honneur d'être en contact avec un opticien de Boumerdès, Lynx Optique. Là, il a fait de la recherche pour pouvoir m'apporter ces filtres-là. Parce que dans notre maladie, l'exposition au soleil est vraiment quelque chose de très difficile. Maintenant, les designers, les informaticiens, les inventeurs, tous ces gens-là peuvent apporter beaucoup aux personnes comme nous. Ils peuvent, c'est-à-dire offrir le matériel qui pourra vraiment rendre notre vie plus facile. Maintenant, les autorités. Les autorités, je crois, c'est le côté juridique. C'est la loi. La loi devrait vraiment aider les personnes atteintes de maladies rares à être intégrées dans leur milieu professionnel et d'avoir toutes les conditions convenables pour se sentir à l'aise dans son travail. Moi, autant qu'enseignante, je suis enseignante, je suis professeure d'anglais au lycée, et des fois, je dois lutter pour avoir des conditions qui me conviennent parce que l'entourage, des fois, n'arrive pas à comprendre mes besoins, par exemple, tels que l'éclairage. Pour eux, l'éclairage, c'est bon, c'est bien, mais pour moi, par rapport à ma maladie, ça ne me convient pas du tout. Aussi, le rôle des associations, des sociétés et des sociétés privées, des bénévoles est très important. Offrir de l'aide pour les personnes, je ne parle pas seulement de la déficience visuelle, je parle des maladies rares parce qu'on est dans le même bain. C'est par exemple offrir de l'aide telle que organiser des sorties, faire des compétitions et aussi une réalité que tout le monde connaisse, c'est que le fait d'acheter les médicaments, les compléments, tout ça, les coûts comme ça sont très élevés et les familles, des fois, la plupart du temps, n'arrivent pas c'est-à-dire à prendre en charge leurs patients. Maintenant, les médias, c'est la sensibilisation et de faire comprendre les gens ce qu'est une maladie rare et comment on peut soutenir une personne, parce que j'en suis sûre que la solidarité dans notre société, il y a sûrement des gens qui veulent apprendre, qui veulent offrir de l'aide, mais qui ne savent pas comment. Comme je disais, je parlais de la prise en charge financière. Croyez-moi, par exemple, toute maladie rare, c'est vraiment très connu, c'est vraiment très cher. Des fois, les patients devraient, c'est-à-dire payer les frais des radios. Par exemple, comme nous, les lunettes sont chères, tout ça, et les patients se trouvent et se sentent vraiment tout seuls. Un autre point, je m'adresse aux coachs. Les formateurs, par exemple, pour former, il y a des coachs de vie, là, les coachs de santé, les coachs de sport. Tout ça peuvent être un plus dans la vie des personnes en maladie rare pour leur faire sortir de cercles vicieux, d'être centrés seulement dans leur maladie. Maintenant, je chuchote dans les oreilles des patients et j'aimerais bien leur dire qu'un patient est le premier responsable de soi-même. Premièrement, il doit être positif et avoir de l'espoir qu'un jour, il pourrait y avoir un cure pour sa maladie et avoir toujours et lutter pour avoir un bon état d'esprit et aussi avoir des objectifs dans la vie, ne jamais dire non, moi je ne peux pas, non, il faut toujours lutter, avoir des objectifs dans la vie, avoir des relations, essayer d'échanger, ne pas être isolé, essayer d'échanger avec les malades, les médecins. Et en premier lieu, un malade devra toujours exprimer, dire ce qui lui fait mal et aussi dire ce qu'il veut
pour qu'il puisse recevoir l'aide qu'il a besoin. Et finalement, je dis, le patient, il a besoin d'être informé par rapport à sa maladie, être informé et informer les autres de ses besoins. Il a besoin d'être intégré dans la société, dans son milieu professionnel. Il a besoin d'avoir des loisirs pour sortir, comme je disais, de ce cercle de penser seulement à sa maladie, d'échanger, tout ça pour aboutir à une autonomie. Je ne parle pas d'une autonomie utopique, idéale, mais d'être autonome dans la mesure du possible. Et j'ai aussi à la fin une petite remarque à vous dire aux personnes qui ont préparé qui ont partagé les écrans. J'aimerais bien, s'il vous plaît, quand il y a des personnes, des malvoyants, la lumière blanche, le fond blanc, c'est agressif pour les yeux. J'aimerais bien, s'il vous plaît, que la prochaine fois, ça doit être préparé en dark mode, parce que moi, personnellement, je n'ai pas pu tout suivre parce que la lumière blanche me fait mal aux yeux. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Et merci, bon courage à tout le monde. Merci, Souad. Donc, on termine avec Madame Bounab, qui est une mère de Iman. Donc, Iman, elle était atteinte d'une maladie rare qui est la polysaccharidose. Donc, Madame Bounab, tfadli pour nous apporter votre témoignage. Est-ce que je peux dire quelque chose à Madame Souad? Est-ce que je peux dire quelque chose à Madame Souad? Oui, madame. Oui, pour la lumière blanche de l'écran, si elle vous fait mal, il y a des lunettes qui se vendent sur Internet qui stoppent la lumière bleue de l'écran. J'en ai acheté une il y a 2 jours. C'est très efficace. J'avais mal aux yeux, ça me frottait. Quand j'ai mis ces lunettes, c'est impeccable. Ça se vend sur les réseaux Internet. C'est des lunettes qui stoppent la lumière bleue de l'écran. Merci, Madame Saleh. Donc, Madame voilà, Bounab, bon courage. Madame Bounab, ok, Madame Bounab, تفضلي يعني. Madame Bounab, Madame Bounab. Bon, je crois, pas qu'on est. Bon, je crois qu'on a terminé. Je حبيت نقول لكم برك. En ce qui concerne, bon, ma professeure Nuiva, elle a parlé donc d'un plan national des maladies. Oui. Madame Bounab. Allez. تفضلي Madame Bounab. Allô. Oui, أنا سمعتك. Allô. تفضلي. Oui. تفضلي Madame Bounab. Madame Bounab, تفضلي. السلام عليكم. أنا حابة نربط صوت الدكتور. وي أنا نسمع. ألو. نسمعوا فيك. تفضلي مدام نسمعوا فيك. ألو. أنا نسمعوا فيك ماما كملي. مدام بوناب كملي أنا نسمعوا فيك. فوالا لا دي بروبليم. أنا الموضوع تاعي خارج واش كنت تهضر فوالا عندها دي بروبليم دو كونيكسيون. كنت تهضر تاع ايدوس. الو. نعم. كنت حابه نتكلم على الموضوع تاع ميكوبوليساكاريدوس. تكلمي مدام تكلمي. اولا نشكر جمعيه الشفاء على هذه الدعوه. بون عندنا نطلب من الدوله كما قال هذاك التكفل بهذه الفئه من ذوي الامراض النادره ميكوبوليساكاريدوس
التكفل الطبي، التشخيص المبكر، MPS كاين حتى MPS 1 حتى 6. نتمنى تكفل بالطفل راه مريض، يعني لا والدين لا بابات لا يمات يتكفلوا به ماديا ومعنويا، يعني على الاقل تكون سياره اسعاف اللي تجيبوا للمستشفى يدير دواء ويعاود يرجع. نتمنى وعندهم حق، يكون عندهم حق في الدراسه، يدير لهم اوكسيليير. نتمنى هذا الشيء من الدوله. اعتذر. دير لهم بطاقه الشفاء، ويكون عندهم حق في العلاج وحق في الدواء. الو. كملي مدام. النت راه شويه ضعيف عندي. يعني الماذا بيا الحاجه الاولانيه التشخيص المبكر، واذا كاين فيه دواء نطلب هذا سؤال الاساتذه الدكاتره، اذا كاين تشخيص كيكون في بطن امه هل هذا الدواء موجود ولا لا؟ هذا التحاليل كما نقولوا احنا، تحاليل موجود ولا لا؟ هذا ما كان. بارك الله فيكم. شكرا مدام بوناب. شكرا وياري على la fin. Inch'Allah, واش حبيت نقول لكم c'est-à-dire en ce qui concerne les associations, les groupes de patients, il y aura une autre réunion. OK, donc هكذا باش كل واحد يدير c'est-à-dire الطلبات تاعو، نديروا une plateforme هكذا، وباش كي نروحوا للوزاره ان شاء الله نعطوا لهم هذيك لا بلاتفورم. هذه لا بلاتفورم باش يكون با لا سويت ان بلان ناسيونال دي مالادير، مخطط وضعي للامراض النادره اللي يكون فيه كاع هذا النقاط. ان شاء الله يرى يونط ريونيون يكونوا فيه غير الجمعيات والمجموعات، ونزيدوا نتكلموا انكور بليس. اون فا ديتاي كاع لي بوين ولي دوموند ستادي تاع لي مالاد ولي بارون دي مالاد، وهكذا ستادي بور بارلي دون سول فوا. نشكركم جزيل الشكر وبارك الله فيكم، وسمحوا لنا كانت على انقطاع الصوت مع الاول ولي بروبليم دي كونيكسيون، والسلام عليكم. au revoir. وعليكم السلام. شكرا دكتور. au revoir. مدام سعاد حوشي